Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore une expérience de pensée assez vertigineuse, on peut dire. Ah oui. Mm. Et si toute humidité, mais vraiment toute, disparaissait de la Terre, d'un coup, et pour de bon? Un monde complètement sec. Ah oui, c'est un scénario extrême, clairement. Et ça nous force à repenser toute la question de la dégradation, en fait. Exactement. Les sources qu'on a consultées, justement, elles explorent comment cette absence totale d'eau, que ce soit liquide, vapeur ou même glace, changerait radicalement les forces qui fassent nos traces, quoi. Ok. Donc, notre mission aujourd'hui, essayer de décortiquer comment nos constructions, nos objets, bref, tout ce qu'on laisserait derrière nous, comment tout ça disparaîtrait dans un environnement pareil, hyper aride. Quels seraient les nouveaux ennemis de nos vestiges? Allez, on se lance là-dedans. Alors, peut-être pour commencer, c'est important de rappeler le rôle de l'humidité aujourd'hui. C'est vraiment la clé de voûte de la dégradation actuelle. Mhm. Elle permet toute la décomposition biologique, les moisissures, la pourriture du bois, tout ça. Elle est essentielle pour la corrosion chimique des métaux. La rouille, c'est l'exemple type. Ouais, classique. Et même physiquement, l'eau agit par le gel qui fait éclater les matériaux ou les remontées capillaires. Enfin, sans eau, tous ces grands processus s'arrêteraient net. D'accord. Donc, plus de rouille sur la vieille voiture, plus de champignures sur le bois. Mais alors, quelque chose doit bien prendre le relais, non? L'érosion, elle s'arrête pas comme ça. Exactement. La nature a horreur du vide, comme on dit. Et là, 3 grands facteurs physiques deviendraient prédominants. D'abord, l'érosion par le vent, l'érosion éolienne. Ok. Sans végétation pour freiner le vent et retenir le sol, on aurait des vents chargés de particules sable, poussière, qui agiraient comme un jet de sable constant en fait. Ça userait toutes les surfaces exposées. Une sorte de ponçage à l'échelle de la planète, quoi. D'accord. Et le deuxième facteur? Les cycles thermiques extrêmes. Sans l'humidité dans l'air, qui a un effet tampon, les différences de température entre le jour et la nuit seraient... Brutal. Ah oui. Genre combien? Difficile à dire précisément, mais beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui. Et donc, les matériaux se dilatent avec la chaleur, se contractent avec le froid, jour après nuit, jour après nuit. Cette fatigue thermique, ça finit par créer des micro-fissures, et à la longue, ça désagrège tout. Comme un élastique qu'on étire sans arrêt et qui finit par craquer. Ok. Et le troisième, Le troisième, c'est le rayonnement UV, les ultraviolets du soleil. Sans vapeur d'eau, sans nuages pour les filtrer, ils taperaient... beaucoup plus fort. D'accord. Et les UV, c'est particulièrement mauvais pour tout ce qui est polymères, les plastiques, les peintures, et aussi pour les matières organiques qui seraient exposées. Ça les dégrade très vite. Ok, alors récapitulons. Vent abrasif, choc thermique jour-nuit et UV super intense. Bon, ça change la donne. Voyons ce que ça donne pour les matériaux eux-mêmes. Le bois, le papier par exemple. Alors là c'est intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif. Le bois, il ne pourrirait plus du tout. Ah bon? Donc il durait plus longtemps? Non, justement. Il deviendrait extrêmement sec et donc très cassant. Exposé au vent qui le ponce et aux UV qui le dégradent, il serait réduit en poussière, en petits fragments, en quelques décennies ou au mieux quelques siècles. Quelques siècles seulement. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on imagine sans la pourriture. Oui, tout à fait. La dégradation physique prendrait le relais et serait très efficace sur un matériau devenu fragile. Dingue. Et pour les métaux, l'acier de nos bâtiments, l'alu, Là, c'est l'inverse. Fini la rouille rapide, il tiendrait bien plus longtemps. On parle de milliers, peut-être même de centaines de milliers d'années. ah ouais quand même. Mais attention, pas éternellement non plus. Il subirait quand même une oxydation très lente, même à sec, juste avec l'oxygène de l'air. Et surtout, l'abrasion par le vent et la fatigue thermique finiraient par les user, par les manger petit à petit. L'alu résisterait mieux à l'oxydation, mais pas à l'usure physique. Donc même l'acier finit par s'éroder en poussière à très long terme. Ok. Et le béton, la pierre, nos monuments, nos routes, Sans l'attaque chimique de l'eau, sans le gel qui les fissure de l'intérieur, il serait très, très résistant. Là, on est sur des échelles de milliers, voire de millions d'années. millions d'années. Oui, mais il ne serait pas intact. Le vent chargé de sable les sculpterait lentement, comme il sculpte les roches dans les déserts aujourd'hui, tu vois, et les cycles thermiques finiraient aussi par créer des fissures petit à petit. Ok, je vois l'idée. Et nos fameux plastiques,
ceux dont on dit qu'ils sont quasi éternels. Alors, leur éternité est très relative. C'est vrai qu'ils résistent bien à la biodégradation, mais face à des UV intenses et à l'abrasion constante du vent, Ils tiennent pas le coup. disons qu'ils se fragmenteraient en morceaux de plus en plus petits, en microplastiques. En quelques centaines ou milliers d'années seulement, la forme de l'objet plastique, la bouteille, le sac, disparaîtrait assez vite finalement. Ah oui. Par contre, la signature chimique, ces microplastiques, ça pourrait persister sous forme de particules pendant des millions d'années, mélangées au sable et à la poussière. D'accord. Donc la forme disparaît, mais la matière reste sous forme de pollution invisible, quoi. Alors, qui sont les grands gagnants, les vrais survivants dans ce monde aride? Probablement le verre et les céramiques. Ils sont très inertes chimiquement, ils craignent pas trop les UV. Leur principal souci, ce serait l'abrasion très lente par le vent et les chocs thermiques qui pourraient les casser. Mais ils pourraient tenir le coup pendant, oui, des millions d'années. Des millions d'années. C'est fou de se dire qu'une simple bouteille en verre pourrait survivre plus longtemps qu'un gratte-ciel en acier. C'est l'ironie du scénario, oui. Mais bon, j'imagine que même le verre et la céramique finissent par y passer, non? Rien n'est éternel. Absolument. Sur des échelles de temps géologiques, donc plusieurs millions d'années, c'est la Terre elle-même qui reprend le dessus. La tectonique des plaques, le volcanisme, l'enfouissement sous des kilomètres de sédiments apportés par le vent. Ok. Tout finit par être recyclé par la planète, à très très long terme. Bon. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, en gros, l'absence d'humidité, ça ne rend pas nos traces éternelles. Pas du tout. Ça change juste complètement les règles du jeu de la dégradation. C'est exactement ça. On passe d'une dégradation où la biologie et la chimie de l'eau sont reines, à une dégradation dominée par des forces purement physiques, le vent, les écarts de température, les UV. Et du coup, les durées de vie de chaque matériau sont complètement redistribuées. Ce qui nous semble fragile aujourd'hui, comme le bois, disparaît très très vite. Ce qui nous semble solide, comme l'acier, durerait longtemps mais pas indéfiniment. Et des trucs comme le verre deviendraient les champions de la longévité. Ça soulève une dernière question, je trouve. Une pensée un peu provocatrice peut-être. Si finalement, tout ce qu'on laisse, nos bâtiments, nos objets, finit réduit en poussière, en sable, en micro-fragments qu'on ne peut même plus voir, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de traces de notre civilisation? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui compte comme une preuve de notre passage? Une fois que la forme reconnaissable, l'objet lui-même, a été complètement pulvérisé. Est-ce que des microplastiques dans le sable, c'est encore une trace? Voilà, de quoi réfléchir, je pense.